Land Rover est toujours prête à adopter des innovations technologiques à condition que celles-ci aboutissent à de nettes améliorations des performances. Un nouveau moteur vient maintenant s'ajouter à la gamme éprouvée des moteurs Land Rover, le moteur diesel 2,5 litres à injection directe de haute performance, le 200 TDI. À la suite d'un programme de mise au point rigoureux de 5 ans, le moteur a déjà fait l'objet de nombreux compliments pour sa synthèse d'économie, de fiabilité, de performance et de longévité. Parmi les caractéristiques du moteur 200 TDI qui ont rendu toutes ces réalisations possibles, mentionnons le système de refoulement du carburant à injection directe, allié aux deux injecteurs à ressort à la pointe de la technologie. Le carburant est injecté à deux débits directement dans la chambre de combustion du piston, permettant une augmentation régulière de la pression de combustion, une diminution des températures des cylindres et une augmentation générale du rendement thermique par rapport au moteur à injection indirecte et à l'ancienne première génération de moteurs à injection directe. Des économies de poids ont été réalisées grâce à l'utilisation d'aluminium dans la fabrication des composants, en particulier la culasse et le châssis en forme d'échelle, ce qui assure une raideur incorporée supérieure. Un turbocompresseur Garrett T25 accouplé à un refroidisseur intermédiaire monté sur un radiateur et un modèle révolutionnaire d'orifice d'admission créant un tourbillon permettent d'obtenir une combinaison optimale de basse vitesse couple tout en maintenant de bonnes performances à grande vitesse et en accélération. Le principe d'injection directe se traduit par des caractéristiques de démarrage améliorées et les bougies de préchauffage à réaction rapide facilitent un démarrage instantané, même à des températures au-dessous de zéro. Cela signifie donc que le moteur 200 TDI est en mesure de fournir de hautes performances sur la route, de faire face aux pires conditions routières dans pratiquement tous les environnements du monde, confirmant ainsi l'engagement qu'a pris Land Rover de satisfaire aux demandes toujours croissantes des marchés internationaux, de donner toute satisfaction à ses clients et de maintenir sa réputation en tant que leader incontesté sur ce marché à l'échelon mondial. Ce programme de vidéo de formation pour le service d'entretien est conçu pour aider les mécaniciens chevronnés à effectuer des réparations et un entretien efficace du 200 TDI, y compris les procédures complètes de démontage et de remontage. Il est divisé en 4 parties principales: entretien et réglage, démontage de l'unité, mesure, remontage de l'unité. Vous remarquerez aussi tout au long de cette vidéo que nous avons signalé les différences entre les moteurs du Discovery et du Defender. Comme avec tous les moteurs modernes, la périodicité des vidanges d'huile et de changement du filtre est d'une importance primordiale, particulièrement si le véhicule est susceptible de rouler dans des conditions difficiles. On peut utiliser dans le moteur 200 TDI toute une variété d'huile diesel dont la liste figure dans le manuel d'atelier. Cette huile doit être vidangée et le filtre doit être changé tous les 10 000 km. Les procédures d'entretien et les réglages élémentaires sont bien expliquées dans le manuel d'atelier. Mais il est utile de souligner certains points qui affectent les performances du moteur, le réglage des poussoirs par exemple, dont le jeu axial est de 0,2 mm. Ils sont réglés lorsque le moteur est froid, en suivant la règle de 9, c'est-à-dire quand le numéro 4 est en bas, réglez le 5, 4 plus 5 égale 9. Ou quand le numéro 2 est en bas, réglez le 7, 2 plus 7 égale 9, et ainsi de suite. Il faut éliminer l'eau qui peut se trouver dans le décanteur, situé sur le châssis au-dessus de l'essieu arrière, tous les 10 000 km, ou plus souvent, dans des conditions difficiles. Le filtre à carburant doit être changé tous les 20 000 km, et il faut ensuite amorcer le système de carburant, comme l'illustre la vidéo un peu plus loin. Le refroidisseur intermédiaire situé avec le radiateur à l'avant du véhicule est utilisé pour augmenter la densité de la charge de l'air alimenté dans les cylindres. Elle augmente par conséquent la sortie de puissance d'environ 20% maximum, mais des colmatages réduiront évidemment ses performances. Pour conserver son efficacité, il est nécessaire de déposer et de rincer à fond le refroidisseur intermédiaire dans un solvant approprié lors de la révision tous les 80 000 km. À chaque révision, il faut toujours vérifier que l'ensemble du radiateur refroidisseur intermédiaire n'est pas colmaté au niveau des ailettes par la boue ou par des feuilles.
Étant donné que le calage de la pompe joue un rôle critique dans les performances du moteur, il est souhaitable de prendre le temps nécessaire pour bien comprendre la procédure de réglage correcte. Tournez tout d'abord le moteur en sens horaire jusqu'au point mort haut, numéro 1 à l'allumage, et insérez LST 128 dans le carter du volant jusqu'à ce qu'il se place dans l'encoche appropriée. Puis, retirez la plaque d'accès à engrenage de la pompe et poussez LST 129/2 par la découpe en forme de U dans le trou coulé dans le carter. LST 129/2 doit s'adapter parfaitement sans forcer. Si ce n'est pas le cas, il faut synchroniser le moteur sur la pompe comme suit. Faire pivoter le vilebrequin en sens horaire jusqu'à ce que le LST 129/2 s'insère facilement. Pour bloquer la pompe, retirez la plaque d'espacement et serrez le boulon de 10 mm, ce qui bloque l'arbre d'entraînement de la pompe. Desserrez alors les 3 boulons de retenue de pignon et faire tourner le vilebrequin avec précaution jusqu'à ce que le LST 128 s'engage dans son encoche. Vous pouvez alors serrer les 3 boulons de retenue à un couple compris entre 22 et 28 Nm. Remettre la plaque d'espacement en place et faire pivoter le vilebrequin de 2 tours. Vérifiez encore une fois le calage, il ne faut absolument pas toucher à l'écrou de retenue du moyeu central. Une fois le calage correct, effectuez un contrôle de la pression auxiliaire du turbocompresseur. À l'aide d'un raccord en T, d'un tuyau d'au moins 2 mètres de long et d'un manomètre, branchez le tuyau de suralimentation du turbo comme sur l'illustration. Le moteur étant à une température de fonctionnement normale, faire rouler le véhicule en troisième à pleine charge à plus de 2500 tours minute si les conditions de la route le permettent. Le manomètre doit indiquer 0,82 bar. Si le relevé de pression est en dehors de ces limites, la tige du wastegate doit être ajustée d'un demi-tour, en sens horaire pour augmenter la suralimentation et en sens anti-horaire pour la diminuer. Il ne faut en aucun cas régler la pression au-dessus des limites indiquées dans le manuel d'atelier, sous peine de sérieusement endommager le moteur. En ce qui concerne les injecteurs, le système d'injection à 2 étages présente de nombreux avantages, comme par exemple une faible consommation de carburant, un démarrage facile et un faible niveau de bruit. Si l'on soupçonne les injecteurs d'être défectueux, il n'est pas possible de les tester de la manière habituelle, car ils exigent un équipement spécialisé et les interventions doivent être effectuées par un agent Bosch agréé. S'il faut déposer la pompe, on pourra le faire sans déranger la courroie de distribution à l'aide de LST 129. Après avoir bloqué la pompe à son point de distribution correct, retirez les tuyaux et les supports des injecteurs, puis retirez la plaque d'accès aux engrenages. Les 3 boulons de retenue des engrenages et boulonnez l'outil spécial sur l'engrenage pour empêcher tout déplacement. Il est alors possible de retirer la pompe pour la réviser de la manière habituelle. N'oubliez pas de refaire le calage de la pompe lors de la repose. Les bougies de réchauffeur peuvent être testées en place à l'aide d'un instrument d'essai comme suit. Retirez le fil électrique principal et le fil de connexion aux bougies de réchauffage, puis connectez le testeur comme sur l'illustration. Lorsque le testeur fonctionne, la consommation du courant des bougies de réchauffeur est enregistrée. Ces chiffres doivent être compris entre 20 et 30 A, se stabilisant à 8 à 12 A au bout de 15 secondes. Si cela est nécessaire, chaque bougie de réchauffeur peut être testée séparément en dehors du moteur. Pour entreprendre un démontage complet du moteur, commencez par nettoyer soigneusement l'ensemble, puis retirez tous les composants auxiliaires. Retirez alors le cache culbuteur, et l'axe des culbuteurs, en laissant les boulons en place pour maintenir toutes les cales dans l'ordre.
Comme les injecteurs et les bougies de réchauffage dépassent sous la face de culasse, il faudra les retirer et les conserver dans un sac plastique propre. Car si elles restent dans la culasse, elles seront inévitablement endommagées. Déposez alors la culasse et vérifiez que les boulons ne sont pas endommagés et sont en bon état d'usage. Ensuite, pour la poulie avant, il faut utiliser LST 127 pour la maintenir car le boulon central est très serré. Utilisez l'extracteur LST 136 pour déposer la poulie. Il est alors possible de déposer le carter avant en prenant note des différentes longueurs des boulons. Desserrez le boulon de l'arbre à cames, la courroie étant toujours tendue. Puis déposez le tendeur et marquez le sens de rotation de la courroie si celui-ci doit être reposé. Retirez le cam et la roue dentée à l'aide de 18G 1464. Il est alors possible de déposer le carter avant avec la pompe. Lors de la dépose de la pompe à vide, marquez l'emplacement de l'engrenage hypoïde par rapport à l'arbre à cam si l'on doit reposer les ensembles d'origine, car ils développent des surfaces appariées. Il faut toujours déposer la glissière et le galet avant d'extraire le guide pour empêcher le galet de retomber sous l'arbre à cam et donc de se coincer. On peut alors marquer les galets sur leur côté avant pour assurer une remise en place correcte s'ils sont réutilisés. Après la dépose de l'arbre à cam de la plaque de poussée, et de la pompe à carburant, retirez l'arbre à cam à l'aide d'un outil approprié pour le soutenir comme sur l'illustration, afin d'éviter d'endommager les paliers. On peut alors déposer le volant et le carter en notant que le Discovery et le Defender ont des carters différents. Une fois le carter d'huile déposé, il sera plus facile de retirer la pompe à huile à l'aide d'une douille à carré conducteur de 13 mm. On peut alors déposer le châssis à échelle jusqu'aux chapeaux de paliers principaux et aux tiges. Les tiges et les chapeaux étant numérotés, il n'est pas nécessaire de les marquer lors de la dépose. Lors de la dépose des pistons et des tiges, veillez à retirer avec précaution le segment de carbone en haut de l'alésage du cylindre afin d'éviter d'endommager le segment. À l'aide d'un poinçon en bois ou du manche d'un marteau, frappez les pistons et les tiges pour les faire sortir. Puis retirez les chapeaux de palier comme sur l'illustration pour les libérer.
Soulevez le vilebrequin avec beaucoup de précaution car il est lourd et sera endommagé s'il retombe. Et enfin, lors de la dépose des gicleurs d'huile, prendre note de l'ordre de pose car il y en a 2 chevillés à gauche et 2 à droite. Avant d'entreprendre toute intervention supplémentaire, les composants doivent être mesurés pour évaluer s'ils sont en bon état de marche en se référant aux caractéristiques techniques indiquées dans le manuel d'atelier. S'il faut effectuer des réparations, il est toujours nécessaire de vérifier encore une fois les composants avant de les reposer. S'il faut poser des segments de piston neufs par exemple, il faut vérifier la coupe de segments et le jeu entre le piston et l'alésage comme sur l'illustration. Lors du remontage de l'unité, il faut toujours suivre les instructions du manuel d'atelier et disposer à portée de la main des joints et pattes à joints nécessaires. Après la pose de coussinets de palier et de rondelles de butée neufs, vérifiez le jeu axial du vilebrequin qui doit être compris entre 0,05 et 0,15 mm. Si ces dimensions sont dépassées, il existe des rondelles de butée de différentes épaisseurs. Il faut toujours utiliser des joints en caoutchouc en T9 sur le chapeau de palier principal arrière en utilisant RO 270-304A pour protéger les joints au fur et à mesure qu'ils sont introduits. Il faut poser les pistons, la chambre de combustion étant orientée vers le numéro de la tige et les segments étant régulièrement espacés avant de les introduire dans l'alésage. Lubrifiez le piston avec de l'huile moteur et vérifiez que la pince de serrage du segment de piston est assez serrée pour empêcher le segment de se briser lorsque le piston est repoussé dans l'alésage. Il faut remplacer les boulons de la tête de bielle et les resserrer à un couple compris entre 56 et 62 Nm. Enduire d'hydrosile le chapeau de palier principal numéro 5, puis poser le châssis à échelle à l'aide d'Hydrogrip 2000 en vérifiant qu'une fois celui-ci remis en place, le châssis est à ras avec la surface du carter d'embrayage. Après la repose de la pompe à huile, il faut remonter le carter d'huile et enduire de pâte d'étanchéité et ne pas trop serrer les boutons. Montez un joint neuf à l'aide de 18G 134-11. Dès que le joint est monté, il faut introduire l'outil de protection de joint 18G 1344 pour conserver sa forme. Après la pose d'un joint neuf sur la surface arrière du bloc, poussez avec précaution le carter sur les 2 chevilles de positionnement et serrez les boulons à un couple compris entre 40 et 50 Nm. On peut alors poser le volant en serrant les boutons à un couple compris entre 139 et 153 Nm après les avoir enduits d'Ilomar. S'il faut remplacer le cam et la roue hypoïde, il faut les remettre dans leur position originale en vérifiant aussi que la fente de la rainure d'huile du carter de la roue hypoïde est orientée vers le bloc. Les suiveurs doivent être mis en place, les F à l'avant du moteur étant dans leur position originale,
en utilisant des boulons neufs pour retenir les glissières. À noter que les carters avant du Discovery et du Defender sont de formes différentes. Les joints de cam et du vilebrequin sont posés en utilisant respectivement 18G 1482 et 18G 1456. Il faut noter que les petits joints d'étanchéité arrondis ont un trou différent dans ces deux versions. Le couvercle remis en place, on peut remonter les engrenages. La roue dentée de l'arbre à cam est alignée avec la flèche du carter. Le vilebrequin est alors réglé de telle sorte que LST 128 s'engage dans sa fente. Puis régler la pompe à injection de carburant pour que LST 129-2 s'adapte facilement dans sa fente de calage, comme indiqué plus haut. Bloquer la pompe à sa position et desserrer les boulons de retenue de pignon. Vous pouvez alors installer la courroie de distribution sans la forcer, puis monter lâchement le tendeur. À l'aide d'une clé dynamométrique à cadran, d'une douille carrée d'un demi-pouce maintenue verticalement, maintenir la charge correcte sur le tendeur. Les chiffres du Discovery et du Defender sont ceux indiqués. Serrez le boulon de retenue du tendeur et les 3 boulons de pignon de pompe. Débloquer la pompe et faire pivoter le vilebrequin de 2 tours. Recommencer la procédure de tension et vérifier que tous les pignons et les flèches sont alignés. On vérifiera alors à nouveau le calage de la pompe comme cela est indiqué plus haut. Après avoir remis en place le couvercle avant, en notant l'emplacement des boulons, n'oubliez pas d'utiliser LST 127 sur la poulie avant, en serrant le boulon central à un couple compris entre 333 et 350 Nm. En raison des diverses hauteurs de piston au-dessus du bloc cylindre, il est nécessaire de calculer lequel des 3 joints de culasse doit être utilisé en procédant comme suit. Montez un indicateur d'essai à cadran et enregistrez les hauteurs de chaque piston au poids mort haut, au-dessus du bloc cylindre, en prenant toujours le relevé aligné avec l'axe de piston. Prendre le chiffre le plus élevé et en se rapportant au tableau du manuel d'atelier, calculer quel est le joint correct. Puis légèrement enduire les boulons d'huile et noter que comme 4 de ces boulons sont plus minces que les autres, il faut les monter du côté collecteur. Resserrer tous les boulons l'un après l'autre à 40 Nm, puis à l'aide d'une barre électrique et d'un disque à degrés, serrer tous les boutons dans l'ordre à 60 degrés, en marquant chaque boulon au fur et à mesure qu'il est resserré. Recommencez cette opération sur 60 degrés de plus pour arriver à 120 degrés en tout. Il ne faut en aucun cas passer à 120 degrés en une seule fois sous peine de déformer la tête. S'il est nécessaire de démonter l'axe des culbuteurs, il est extrêmement important de noter que les rondelles presse-étoupe sont d'une épaisseur différente et doivent être mises à la même position qu'à la dépose. Il faut régler les poussoirs comme cela a été indiqué plus haut dans le programme. Une fois le cache-culbuteur remis en place, s'assurer que le reniflard à vanne Hummel est correctement fixé à l'aide d'un jointeur IC9 et que tous les tuyaux du reniflard sont bien fixés et suivent l'acheminement correct. Remettre en place tous les éléments auxiliaires et amorcer le système de carburant au gazole. Pour cela, desserrer les vis de purge sur le haut du filtre et actionner le levier manuel de la pompe aspirante. Quand du carburant sans bulle sort, resserrez ce raccord. Comme le système est auto-amorçable, faire alors démarrer le moteur. Une fois en fonctionnement, un turbocompresseur Garrett T25 peut atteindre des températures de 700 degrés. Il faut donc agir avec prudence pour travailler dans cette zone lorsque le moteur tourne. La mise au point du moteur 200 TDI vise à créer un moteur alliant ce qu'il y a de mieux dans la technologie des diesels, plaçant ainsi Land Rover à l'avant-garde des innovations technologiques. Ce moteur a été conçu pour faciliter son entretien et ce guide de formation doit permettre aux mécaniciens chevronnés d'assurer un service de qualité donnant toute satisfaction aux clients et aux concessionnaires, garantissant ainsi que Land Rover reste le leader incontesté sur ce marché.